Vous écoutez Duo de Plume. Bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Catherine, c'est un épisode spécial interview. On est ravis Flavio Diaz, bienvenue. Bien, merci beaucoup. Je suis vraiment très content d'être avec vous. C'est toujours un plaisir d'être sous le même ciel de la création littéraire, surtout avec deux écrivains. C'est pas vrai. Bah, trop c'est vrai. C'est quand même de toi qu'on parle. Oh là là, j'ai pas l'habitude d'être de l'autre côté du micro, enfin, si on peut dire ça comme ça. Mais merci beaucoup. C'est vrai que une de tes nombreuses facettes, c'est d'être, est-ce qu'on dit animateur ou présentateur Charlatan, je crois. Un animateur radio, va très bien. Sur Redline Radio à Lausanne, et où tu as une émission culturelle, littéraire, super intéressante. Tu prends le temps de partager avec tes invités tes émotions, tes lectures et ces choses-là. Donc, tu as l'habitude d'être derrière le micro, finalement. Tout à fait. Et c'est un exercice assez sympathique d'être de l'autre côté. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci également pour la présentation du fil rouge tous les lundis à 19h30 sur la Redline Radio. N'hésitez pas à y aller. C'est très, très intéressant comme émission. Et on ne dit pas ça parce qu'en juin, on va accueillir sur cette radio un petit auteur qui s'appelle Cyril Vallée. Ah bon? Oui, c'est une grande joie de te recevoir. Cyril, on a eu la chance également de recevoir Catherine. 2 fois même. C'est vrai, 2 fois. Ah, tu es allée 2 fois? Oui, je suis allée 2 fois. Je suis chanceuse. Et une de tes autres facettes, c'est justement, tu es écrivain aussi. Et précisément à la date où le podcast devrait être publié, tu as ton livre jeunesse qui sort. Il faut que je revoie le titre pour pas me tromper. Le chalet de la tortue jalouse. Alors on va parler de ça, mais on va parler de plein d'autres choses si tu es d'accord. Je suis complètement d'accord. Merci. Formidable. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent aussi sur YouTube par en apprendre un peu plus sur ton parcours, si tu veux bien te présenter. Donc, toi, tu nous viens du Brésil, comme on l'entend à ton accent chantant. Tout à fait. Merci pour le chantant. C'est correct, je suis brésilien. Donc, je suis en Suisse depuis le 20 janvier de l'année 2000. Donc, ça fait déjà un tout petit moment. Je me sens... Quart de siècle. Tout à fait, c'est joliment dit comme ça. Je me sens helvétique également d'une certaine façon. Donc, c'est un pays que j'aime profondément, qui m'a accueilli il y a un quart de siècle maintenant. J'ai un bachelor en sciences du sport. J'ai travaillé en tant qu'éducateur sportif dans le domaine de la santé mentale et de l'apprentissage cognitif, notamment avec les seniors. Mais parallèlement à tout ça, j'ai cette grande chance d'animer une émission littéraire et puis également d'écrire. Il faut savoir que l'écriture m'a toujours accompagné. Puis que j'ai su qu'on pouvait écrire sans servir d'un crayon et puis d'avoir un bout de papier. Ce sont des portes qui se sont ouvertes. Donc, depuis l'enfance, je pratique ces vices, en quelque sorte, on pourrait dire, très réjouissant, ce besoin oui, on va d'écriture. Mais ça n'engage que toi. Non, c'était mal employé, excusez-moi. Mais cette passion, on va dire, de l'écriture. Et là, j'ai la chance immense, justement, d'être publié une première fois en Suisse avec un roman jeunesse. Tu as très bien dit le titre, Le chalet de la tortue jalouse, qui sort le 9 avril aux éditions Visibles. Donc, il s'agit d'une histoire pour des enfants entre 10 et 110 ans. Donc, je crois qu'on est tous dans cette fourchette-là. Voilà, ça tombe bien. Et l'écriture m'accompagne tant d'une manière passionnelle que réconfortante. Également, et contemplative aussi, toujours Catherine. Contemplative. Mais parce que contemplative, effectivement, parce que tu as aussi aux nombreuses cordes de ton arc, tu as quand même la poésie également. Oui, je crois que la poésie, je la conçois un peu comme un mode d'existence, une façon, un choix de vivre la vie
d'une manière poétique, contemplative parfois, mais également avec le souci de l'action. C'était une discussion qu'on a eue tout à l'heure, juste contextualiser. Oui, il faut contextualiser. Littérature contemplative et de littérature un peu plus dans l'action. Et donc la poésie, j'ai eu la chance également d'écrire des paroles pour un album, un projet musical qui s'appelle Prosa Poética, que j'invite vos nombreuses auditrices et auditeurs à découvrir. Et on mettra les notes dans le podcast. C'est très sympa. Merci beaucoup. Donc là, je suis pas musicien, mais j'ai eu la chance d'écrire des poèmes qui ont été mis en forme de musique par un musicien qui s'appelle Igor Ristich. Et l'album, on peut les trouver sur les différentes plateformes de streaming. Donc, la poésie est tout à fait présente. Je pense qu'elle est de plus en plus fondamentale, surtout dans ces temps un peu de noirceur qu'on vit, où le langage est utilisé d'une manière un peu violente, agressive, comme un moyen de manipulation. Donc, s'en servir du langage différemment. Et là, la poésie, elle joue ce rôle-là comme une manière de se libérer, comme une manière de construire le monde, en tout cas, construire des narratives par rapport au monde auquel on vit différemment. Je pense que la poésie se prête à ça. Alors, absolument, on a besoin un petit peu de lumière et de beau, je pense. Alors, les textes auxquels tu fais référence, c'est en brésilien? C'est en brésilien et en français également. Et en français. Donc, dans l'album, il y a des chansons qui ont été écrites en français et également en portugais et en brésilien, tout à fait. Oui, parce que c'est... Pardon. Non, On commence à d'habitude, on se coupe la parole. Oui. Et puis en plus, je pensais à peu près pour dire la même chose. Question. Oui, pour la même question, qui est, en l'occurrence, tu fais le choix d'écrire en français. Donc, tu maîtrises bien entendu les deux langues tout aussi bien. Quelle est la difficulté de ne pas écrire dans sa langue maternelle? Est-ce que... Voilà, parle-nous un petit peu de ça, c'est ce bilinguisme, parce que tu as aussi, pardon, tu as aussi publié 2 romans, littérature adulte, si je ne m'abuse. Tout à fait. On dit brésilien ou on dit portugais? Alors, la langue, écrite officielle, c'est le portugais. Oui. Donc, nous écrivons la lusophonie, qui est au Brésil, qui est au Portugal, qui est également en Afrique, en Mozambique, Angola, donc c'est le portugais, tout à fait, exactement. Mais les accents, les façons de vivre la langue sont assez différentes. Mais j'ai écrit en portugais. Alors, en portugais, disons. Alors oui, donc c'est 2 romans en portugais, alors que tu vivais déjà en Suisse. Tout à fait, ils sont sortis. Le premier roman, il s'intitule A Bengala de Chaplin. Je mets le sous-titre. C'est la canne de Chaplin. Donc, c'est un roman qui se passe entre Vevey et Florianópolis, la ville du Brésil, du sud du Brésil. C'est une île sur le côté atlantique. Il y en a qu'une, donc c'est Atlantique au Brésil. Et donc, il était auto-édité. Donc, il est sorti en format digital au Brésil. Et le deuxième, il a eu un peu plus d'ampleur. Il a une version digitale, mais il était également publié par une maison d'édition de Santa Catarina, de l'État du Brésil duquel je viens. Et il s'intitule Les sorcières du lac Léman. Donc, il a également, je pense il était écrit en portugais. Ça me semblait tout à fait naturel de le faire en portugais, mais l'objectif, c'était un peu de lancer une passerelle entre ces 2 parcours biographiques, le même en demi-heure, mais entre ces 2 moments de ma vie. Et ces 2 cultures. Voilà, ces 2 cultures qui finalement ne sont pas si éloignées que cela peut paraître. On a l'impression, quand on parle de cultures différentes, on pense à ce qui les éloigne. Et si on y pense, il y a beaucoup de choses qui sont également communes. Donc, ce sont des romans, c'est de la fiction. C'était pas des grands best-sellers, mais ils ont leur vie. Et tu les as pas traduits, parce que toi qui es bilingue, tu les as pas traduits en français? Alors là, je travaille sur une version francophone du 2e, qui s'intitule Les sorcières du lac Léman. Il s'intitulera Les sorcières du Léman, je trouve que c'est plus adapté en français. Et là, je me suis rendu compte, en essayant de travailler sur cette traduction, que c'était plus un travail de réécriture que de traduction, car chaque langue est vivante, donc quand on parle le français, on a une autre tonalité de voix. Quand on parle une autre langue, on a une autre tonalité de voix. Je pense que c'est un peu des identités, sans tomber, j'espère, dans la schizophrénie, mais nous sommes déjà un peu différents. Donc, j'ai vu que
Ça me semblait un peu la fausse bonne idée de simplement le traduire du portugais en français. Donc, je suis en train de travailler plutôt sur une réécriture francophone. Et puis, il y a également un souci de contextualisation, c'est-à-dire que quand les livres étaient écrits, évidemment en portugais, si je disais la fête des vignerons, il fallait quand même, pour mes lecteurs et lectrices, la petite dizaine, pour le Brésil. Comme même que les auditeurs de Tu vous écoutes. Est-ce que ce sont les mêmes? Mais du contextuel, tout à fait, non, ça va augmenter. En tout cas, il y a ma mère qui nous écoutait au Brésil, ça fait une leçon de Brésil. Et puis, donc, il y avait ce souci de contextualiser, d'expliquer, en l'occurrence, qu'est-ce que c'est la fête des vignerons, ou bien si j'ai parlé de vignes de Lavaux, il fallait, Oui, quoi que si t'es lu en France, il faudra aussi l'expliquer. Mais d'autres aspects. Parce que si il y a le personnage principal est allé dans une samba du Rhôde, ça va pas vraiment vous dire qu'est-ce que c'est, tandis qu'au Brésil, on sait qu'est-ce que c'est. Donc, et le point de vue à cause de ça, ou grâce à ça, a un peu changé. Donc, c'est un travail qui est plutôt de réécriture. Ça fait un petit moment que je l'ai fait, donc parallèlement à mes activités. Là, j'ai eu la chance immense d'avoir Alexia Bosco, qui est une éditrice qui a travaillé pour Slotkin. On peut mentionner bien sûr, elle ne travaille plus, mais qui m'a fait une lecture très bienveillante. Donc, c'est un procès de réécriture, de travail, parce que je pense que c'est une œuvre qui existe déjà, mais il faudrait trouver la tonalité adéquate. Je pense que c'est très différent le travail de traduction par un traducteur professionnel qui, pour traduire de la fiction et de la littérature, a de toute façon très souvent, enfin c'est même souhaitable, une autre casquette d'écrivain, mais quand on traduit sa propre œuvre, je pense que la tentation de la réécrire, effectivement, elle était présente. Et puis, nécessairement. Mais ça, puis bon, il y a quand même un écart, parce que ce roman, il est paru en 2018. En 2018, donc on est en 2025, donc il y a aussi du temps qui a passé, puis peut-être différent. Entre deux, j'ose croire que j'ai un peu changé également, donc il y a des choses à réévaluer et à refaire, mais c'est avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Et puis, c'est effectivement très tentant de réécrire, et je l'ai fait. Donc, pour citer Oscar Wilde, la seule façon de succomber de résister à la tentation, c'est d'y succomber. C'est d'y succomber. Donc voilà, je l'ai fait, et puis j'ai beaucoup de plaisir à travailler sur ces projets, que j'espère trouvera un éditeur prochainement en Suisse ou en France. On te le souhaite. Ça m'amène aussi. Là, c'était bien. C'est très bien pour chorégraphie et duo de plumes. Et voilà. Ça m'amène d'autres questions, évidemment. Ça marche comme ça un peu nos interviews, c'est plutôt sur le mode conversationnel, comme tu l'avais vu. Donc visiblement, tu écris en portugais, tu écris en français. Tu es aussi un grand lecteur, et un lecteur dans les deux langues, j'imagine, et même en anglais. On en parlait un petit peu en préparant l'émission. Et la question, c'est qu'est-ce qui te fait aller vers une langue ou une autre quand tu as un projet d'écriture? Est-ce que tu fais un choix réel, ou est-ce que ça s'impose à toi? Je crois que, pour les deux premiers romans, et c'était assez évident que ça serait en portugais. J'avais pas, la prétention de me dire tiens, je veux écrire en français. Je pense qu'il y a une question de légitimité également. Et quoique la langue est quelque chose de vivant, donc je pense, c'est quelque chose qui me travaillait un peu, surtout en travaillant à la radio. Je fais parfois de fautes, j'ai un accent, comme tu as signalé, chantant ou quoique. Et finalement, je vois que ça peut être riche également pour les auditeurs, pour les auditrices. Et j'ose croire pour la langue française également, car elle est toujours vivante. J'ai eu la chance de recevoir l'écrivain Marc Agron, qui est d'origine croate, et puis il disait que quand il écrit, on entend son accent. Donc je crois que la question me paraît maintenant tu te sens plus légitime. Tout à fait. Donc par exemple, par rapport au chalet de la Tortue Jalouse, c'est parti d'une idée qui a vu le jour en Suisse, donc dans un chalet d'ailleurs, tout à fait helvétique, et ça sonnait faux d'écrire en portugais. Et la réponse est venue assez naturellement.
de l'écrire en français. Après, il y a un grand travail d'édition de la part de la maison, les éditions visibles de Marie Toura, de Licia Chéry. Enfin, comme vous, en tant qu'écrivain, vous connaissez l'importance de ce travail de relecture, d'édition. Donc, c'est devenu une évidence de l'écrire en français. Ces romans jeunesse, Le Chalet, La Tortue Jalouse. Mais du coup, ça retourne la question de pourquoi tu fais le choix d'un livre qui te paraissait plus naturel en portugais, de le réécrire en français maintenant, en fait. C'était dans ce sens-là la question aussi. Et puis, lié à ça, traîne au fond de ma tête l'idée de est-ce que la culture va être forcément liée avec la langue? Est-ce que tu peux vraiment tisser des ponts comme ça? Et alors, la réponse, elle est dans ma question presque. Oui, ça va lier des ponts, mais tu vois. Mais moi, c'est la question de la traduction que Catherine disait tout à l'heure. Il y a certains mots qui sont intraduisibles, difficiles à expliquer, comme le mot saudade. On utilise souvent cet exemple-là quand on est lusophone, qui est un mot qui est difficile à écrire en français. Il y a les mots apprivoisés, qui est difficile de. Et puis il a plusieurs sens selon le contexte. Tout à fait, exactement. Et donc, pour répondre à ta question, je crois que c'est une question d'affect, de moment de vie. Donc, en l'occurrence, Le Chalet, La Tortue Jalouse, il a beaucoup la présence de ma belle-fille. Donc, il a toujours une partie de réel dans un conte. Donc, je crois que c'était aussi l'intention qu'elle puisse le lire. Donc, quel âge a-t-elle? Elle a 11 ans. Donc elle est, mais au début du projet, on avait... c'était en 2021. Donc, je suis vraiment très nul en maths, donc elle avait 7 ans. Mais ça me semblait beaucoup plus dans la justesse de l'écrire en français. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui me viennent beaucoup plus facilement en français, au bout de 25 ans maintenant, qu'en portugais du Brésil. Donc, tu rêves en français? Oui, voilà. Ça m'arrive de rêver en français, de compter en français. Marc Agron, justement, je reviens à cet échange que j'ai eu avec lui parce que, il est en Suisse depuis plus longtemps que moi. Il est venu, il avait 19 ans, je crois maintenant il est la jeune soixantaine, je crois. Mais il disait que la langue maternelle, finalement, c'est pas qu'on l'oublie, mais elle reste un peu comme un endroit qu'on va visiter de temps à autre, car la vie quotidienne, je travaille plutôt en français, je travaille également en anglais, selon la patientèle, les clients que j'ai. Et le portugais, j'ai beaucoup parlé à mon fils, mais maintenant il a 24 ans, donc il ne vit plus avec moi, donc il y a moins de contact. Et c'est presque une... Et d'ailleurs, il a aussi l'amour de la langue française. C'est-à-dire que je suis vraiment un amoureux de la langue française. Je trouve qu'elle est d'une beauté inouïe. Donc, c'est un plaisir. Je me sens très honoré de pouvoir essayer d'apporter quelques lignes dans cette langue-là. Moi, tu y réussis très bien. C'est très gentil, Catherine. Merci beaucoup. C'est effectivement, pour aller un petit peu plus dans le contenu du livre, c'est de la littérature jeunesse, mais qui est il y a beaucoup de textes. Il y a vraiment, moi j'ai été surprise quand j'ai lu le livre, parce que je me disais, c'est vrai que les illustrations laissent supposer un âge cible de lectorat peut-être un tout petit peu plus jeune que 10 ans. Elles sont très douces, elles sont assez, comment peut-on dire, naïves. Et le texte est à la fois effectivement une histoire comme un conte, une très jolie histoire avec une petite fille qui va rencontrer une vieille dame. Je spoil pas, je pseudo-pitch et avec une relation avec cette vieille dame. Mais avec un langage qui est quand même c'est très travaillé, c'est très poétique, c'est très... Est-ce que c'est contemplatif? Arrête. On va être obligé d'expliquer sur cette histoire au bout d'un moment. Mais non, mais on ne peut pas. On a dit que ça reste non, tout à fait. Non, dans les sens. Que non. Mais je comprends ton commentaire, Catherine, pardon. Tu verras la prochaine fois que tu vas m'inviter au fil rouge, ça va être terrible. Non, juste pour contextualiser, c'est qu'on parlait de justement cette différence entre la littérature où il y a les rebondissements, où il y a beaucoup d'action en quelque sorte, et une littérature où on parle par exemple d'une liste de courses avec beaucoup de style, et puis je pense que les deux peuvent s'entremêler parfois. C'était juste pour vos auditrices et auditeurs, je m'excuse de mais non. cette digression-là, pardon. Mais pour revenir
à ta question, oui, ça je dois beaucoup à Alicia Chéry et à Marie Toura des éditions Visibles, notamment à Alicia Chéry, parce que quand j'ai présenté le projet avec les illustrations déjà de Juliette Villard, c'était vraiment c'était très important que ce soit elle qui fasse les illustrations. Juliette Villard, elle fait partie du projet depuis ses débuts. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? C'est ton goût pour ces illustrations ou ton idée de... C'était d'abord le texte, d'abord la narrative, et puis... T'as cherché une illustratrice qui tout correspondait. Oui, c'était un peu un hasard providentiel via Instagram, donc les réseaux qui ont cette faculté également qu'on peut tisser de liens. Et il faut savoir que Juliette Villard, c'est une artiste confirmée qui a étudié les arts visuels, les décors du cinéma, qui a fait l'ECAL, donc l'école cantonale d'art de Lausanne, et qui a un rapport à l'art, à la beauté, comme tu as signalé, qui est très important. Donc, de ma part, c'était très important que ce soit avec elle que j'ai construit cette histoire-là. Donc, on a fait de nos poches, on a fait quelques exemplaires, on a envoyé à plusieurs maisons d'édition, déjà avec les illustrations. Et, donc déjà un livre mis en page. Tout à fait, exactement. T'es le deuxième à faire ça. Comme Lionel Tardy, qui nous écoute, je ne vais même pas dire si tu nous écoutes, il fait partie de nos 2 auditeurs habituels, avait fait la même chose. Ah, mais très bien. D'ailleurs, je l'invite à venir sur le fil rouge. Je profite de l'occasion, pardon. On fait nos petites sauces. Tout à fait. J'aimerais bien le recevoir également. Et donc, c'était cette idée d'entremêler images et textes était présente déjà avec mon texte et puis le rapport au visuel de l'artiste Juliette Villard. Et à la base, c'était tout à fait une histoire que j'avais imaginée pour des enfants peut-être entre 4 et 8 ans. Oui, il me semble qu'il y a quelque temps, tu m'avais parlé de ce projet. Oui, on en avait discuté ensemble. Et dans mon souvenir, il a énormément évolué par rapport à quand tu me l'avais présenté la première fois, où à l'époque, il me semble qu'on était en effet sur une histoire beaucoup plus simple, et avec le squelette était le même et l'architecture de l'intrigue était sensiblement le même, mais tu as vraiment étoffé et enrichi. J'ai l'impression. C'est très gentil, c'est vraiment adorable. Et puis c'est un peu ce qui se passait et puis ça grâce à Alicia Chéry, donc des éditions Visibles, qui a aimé le projet. Je l'ai rencontrée à Genève, dans sa maison d'édition, et elle m'a dit c'est très bien. Par contre, je vois ça vraiment avec une vision plus approfondie, avec une approche plus en profondeur des personnages, de la narrative. Elle a vu le potentiel pour approfondir certaines questions, la question de relations multigénérationnelles, de familles composées, des sujets que j'ai effleurés, mais comme j'avais plutôt cette première intention, que ce soit un livre que le parent lisait, par exemple pour les enfants au moment d'aller au lit, et qui avait ces belles illustrations. Elles sont toujours là, les illustrations, elles ont changé, mais elles restaient déjà très belle. Et Alicia, elle m'a motivé, elle m'a suggéré très gentiment, avec beaucoup d'enthousiasme également, de retravailler le texte, de l'étoffer, comme tu as dit, et puis d'aller vers des enfants plus âgés. Donc le livre, je pense qu'on peut les lire, les parents sont mieux placés pour les juger, à partir de 7-8 ans, mais qui s'adresse quand même davantage à des enfants à partir de 10 ans. Et à tout le monde, j'ose y croire. Moi, j'ai eu l'impression, en le lisant, qu'en effet, c'est une histoire qui fait passer des messages. Et on en parlait aussi avec Cyril, et je crois que tu as eu un peu le même ressenti que moi, qu'on voit tout à fait cette histoire lue par les parents et pouvant être le prétexte ou l'initiation d'un dialogue sur des questions morales, voire philosophiques. Est-ce que c'était ta volonté au départ de vraiment faire réfléchir? En fait, on a... Pardon. Non, mais j'ai mais pour apporter aussi mon point de vue, on en a discuté effectivement avant. Il y a un côté très ambitieux parce qu'il y a plusieurs thématiques abordées. Justement, avant de te recevoir, on a enregistré un épisode sur la littérature jeunesse
l'attention que tu dois porter au champ lexical, à simplifier, à pas faire des arcs narratifs trop complexes, etc. Et là, du coup, on sent l'ambition parce qu'il y a plusieurs thématiques à aborder. Il y avait aussi, justement, dans le choix du champ lexical, des mots choisis qui sont un tout petit peu vers le haut, plus vers, justement, tu as raison, le 11, 12, 14 ans que vers le 7, 8 ans. Et aussi la mise en page du livre avec, là c'est des blocs de texte avec parfois, j'allais dire des animations, mais c'est une mise en forme un peu qui donne un dynamisme. Et puis des illustrations pages entières, alors qu'on voit souvent les illustrations comme une façon d'aérer le texte dans certains livres jeunesse. Ouais, en médaillon ou avec des demi-pages. Et tout ça donne une impression d'ambition et d'un livre un peu plus étoffé, effectivement, que entre guillemets, et avec des sales guillemets, de juste un livre jeunesse. Et donc, on était curieux de voir un peu le parcours qu'il avait eu, ce texte, et comment tu en es arrivé à cette forme, à ce format-là, finalement. Je ne sais pas si ça correspond vraiment. Oui, je pense que c'est tout à fait ça. D'ailleurs, merci de l'avoir lu. Vous êtes mes premières lecteurs, en fait. C'est le minimum. Tout de même, quand on invite les gens, on essaie de lire ce qu'ils ont écrit. Et en avant-première, en plus. Oui, mais c'est nous qui sommes très heureuses d'avoir eu cet honneur. Donc, je crois qu'avec Juliette, Licia également, donc Juliette Villard, l'illustratrice, Licia Chéry, des éditions Visibles, de Paris de l'intelligence de l'enfant. Donc, je crois que de ma part, une des grandes motivations d'écrire ce livre, c'était la littérature jeunesse que j'ai pu lire enfant et qui était une littérature qui faisait ce pari de l'onirisme, du conte philosophique en quelque sorte également, et ces œuvres-là m'ont vraiment donné le goût de la littérature, le goût de la lecture, et peut-être une vision du monde, comme on parlait tout à l'heure, où on est quelque part plus sensible à la poésie ou à la contemplation, ou à peu importe. J'ai pas dit contemplation là d'une manière. C'était pas un clin d'œil, c'est venu tout seul. Je n'allais rien dire, Flavio. Donc, et je crois qu'il avait cette ambition, et puis je pense que c'est pas un gros mot de dire qu'il a une ambition quand on essaie de créer quelque chose, de parier sur l'intelligence de l'enfant ou des parents, qui finalement ce sont ceux qui vont être le déclencheur souvent de lecture, ou des adultes qui sont proches des enfants. Ça peut être un beau-père, une belle-mère, enfin peu importe, un oncle, une tante. Et donc le texte, il a été pas soigné, entre guillemets, dans le sens « ah, c'est trop compliqué ». Effectivement, il a des mots qui, peut-être un enfant utilise moins dans son quotidien, mais qui sont tout à fait compréhensibles et qui, ça peut, par exemple, bienveillante, c'est pas un mot que j'estime qui devrait être éradiqué du vocabulaire des enfants. Absolument pas. Absolument non, mais pas. C'est juste que je tourne un peu les pages du livre et puis c'est les mots qui mais je pense que, de toute manière, encore une fois, c'est une histoire vraiment qui appelle, en tout cas pour les plus petits, les plus jeunes de tes lecteurs, je pense qui a besoin presque d'être lu à deux pour pouvoir avec en les parents, parler. Oui, ouais. je pense. Enfin, pour les plus jeunes, oui. Oui, non, je pense que c'est un lien qui est tellement riche. Je pense que j'ai pu réaliser ça avec mon fils, avec ma belle-fille. Je vois ma compagne qui lit encore. Enfin, elle a 11 ans et puis c'est un rituel. Parfois, on lit même les 3. On essaie de quelque chose en anglais, par exemple, où chacun lit une page. Donc, c'est un moment tellement riche. Vous avez des enfants également. Donc, de raconter une histoire, c'est quelque chose de divin, de sublime, je trouve. Tu y fais référence. D'ailleurs, dans le livre, il y a aussi cette mise en abîme avec l'héroïne qui se réfère à sa maman qui lui lit les histoires. Alice au pays et Alice au pays des merveilles, auquel tu fais référence plusieurs fois. Est-ce que c'est une inspiration ? Oui, je crois qu'il y en a 2, et puis ça vient également de la part de Juliette Villard, c'est Alice au pays de merveilles, parce qu'il y a ce ballon, donc juste pour pitcher très rapidement, donc Sophia, elle passe... On n'a même pas... moi, j'ai tenté de le faire, et on m'a dit... bon, alors voilà, débrouillez-vous. Bon, alors, alors, c'est peut-être
mieux par Je t'ai coupé, l'auteur. je t'ai dit spoil pas, Oui, mais en fait, oui. c'est une Bah, erreur. non, mais c'est mieux par plutôt à l'auteur. l'autre. Vas-y. C'est mieux par Non, mais l'auteur. Donc, c'est nous très t'écoutons. bien réalisé également, Catherine. Donc, juste pour. Et puis au passage, si tu es Oui, mieux debout, pardon. mets-toi debout. Ah oui, je Aucun vais me problème. mettre debout parce que j'ai l'habitude à la Redline Ouais, Radio il me d'être semble. debout et puis ça me fait des crampes au niveau de mes Ah oui, ischios, non, mais, donc pardon. mets-toi à l'aise. Et donc c'est l'histoire de Sophia. Donc, c'est une fille qui a 9 ans et demi et que pour la première fois, elle passe de vacances d'hiver dans un chalet avec sa mère, mais également avec le nouvel amoureux de sa mère, Adriano, qui a lui aussi une fille, une petite Yasmine, qui est très capricieuse, enfin, par rapport à, selon le regard de Sophia. Et puis, elle a de la peine à trouver sa place dans cette nouvelle configuration familiale, dans cette période de transition. Et il s'avère qu'elle aimerait bien être joueuse de foot, donc elle a un ballon, et puis elle va elle sort, elle va dans la cour de son chalet, et puis là, le ballon, un peu comme le lapin d'Alice au Pays de Merveilles, il s'en va, il part, et il tombe dans le jardin mystérieux du chalet voisin qui s'appelle, il y a un panneau, le chalet de la tortue jalouse. Et elle saute les grilles du petit muret du chalet de la tortue jalouse pour prendre son ballon. Et là, elle tombe dans une autre dimension, enfin dans quelque chose d'un peu onirique, quand même ancré dans le réel. Et puis elle fait la connaissance, comme tu as très bien dit, Catherine, d'une vieille dame, Madame Cunégonde, qui buvait son thé, enfin qui l'observe depuis sa fenêtre et puis qui l'invite à boire du thé. Donc à nouveau, il a Alice au Pays de Merveille, car il y a ce rapport Il y a beaucoup de références. Voilà, Oui, il y a beaucoup de des références, clins d'œil, ouais, parce que ouais. c'était un livre que j'ai découvert enfin et qui, voilà, donc il a peut-être cet effet de prêter hommage aux choses qui nous ont bercé l'enfance et qui m'ont donné le goût de la lecture. Et donc Alice au Pays de Merveille est présente, et puis il y a également les films d'animation de Hayao Miyazaki, de Studio Ghibli. Donc, et ça, c'est une référence commune à les deux d'ailleurs, entre Juliette Villard et moi-même. Donc il y a ces deux références qui finalement s'entremêlent un peu, parce que Miyazaki, il a également cette capacité de saupoudrer le quotidien de poésie. Et puis de magie. Un petit peu, oui. Si on pense au voyage de Chihiro, ou de Chihiro, je ne sais jamais comment dire, c'est un peu une espèce d'Alice au Pays de Merveille également, où le personnage principal, Chihiro, part en vacances avec ses parents, la voiture tombe en panne, et puis elle s'éloigne, et puis elle tombe également dans un monde irréel, en même temps ancré dans une certaine réalité. Et donc il y a ces deux références-là, enfin sans la prétention de faire si bien que ça, mais c'était des choses qui étaient présentes dans le processus d'écriture, et puis aussi... Et qui transparaissent. Oui, mais très bien, je suis content. De visuel de l'artiste Juliette Villard également. Alors, il y a effectivement cette référence à Alice au Pays des Merveilles et à cet univers onirique, comme on disait. Il y a aussi le contexte de la petite Sophia, avec ce beau-père qui est quand même brésilien et qui aime le sport. Elle s'appelle Adriano. Oui, certes, mais enfin bon, c'est ton deuxième prénom, c'est ton deuxième prénom. Ouais, est-ce que, enfin, j'imagine qu'il y a des clins d'œil personnels, enfin, sans vouloir explorer ton intimité. Oui, tout à fait. D'ailleurs, enfin, vous êtes les deux écrivains. Enfin, je pense que à mon avis, c'est impossible de s'éloigner de sa réalité, même quand on écrive de la science-fiction, il y a quand même quelque chose de soi. Donc là, en l'occurrence, l'idée du livre est venue d'une expérience assez ancrée dans le réel, que c'était des vacances dans un chalet. Et puis, on était à Grillon, pour être très exact, voilà, vraiment concret. Et il y avait des chalets autour de nous. Et puis, enfin, en Suisse, je pense que c'est partout en Suisse, ou en France aussi, normalement, il y a un nom dans le chalet. Il y a l'aiglon, ou peu importe, la Foyeraie. Oui. Et avec ma belle-fille, ça fait longtemps, on s'amusait à dire, mais on aurait pu être plus créatif par rapport à ces noms de chalets, non? Les chalets du canard qui fait miaou, les canards de singe marin, les canards de la tortue jalouse. Et puis, on s'amusait à inventer des noms plus rigolos aux différents chalets qui nous entouraient, où nous étions. Et voilà, donc c'était un peu
le déclencheur, entre guillemets, de cette histoire. Donc c'était assez clair qu'il fallait que ça soit écrit en français pour revenir aux questions précédentes. Ouais. Donc tu as eu le titre d'abord, en fait. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il a eu le titre d'abord et effectivement, il y a le contexte familial. Donc j'ai une belle fille et cette thématique de famille recomposée, elle me touche. Car ce sont des liens qui ne sont pas des liens de sang, mais qui sont un peu des liens qu'on a choisis en quelque sorte et qui ont leur profondeur également, qui ont leur puissance, qui ont leur délicatesse. Et d'une manière générale, dans la littérature jeunesse, enfin, je ne suis pas un grand spécialiste de littérature jeunesse non plus, mais j'ai l'impression de moins voir un beau-père ou une demi-sœur. En tout cas, dans mon enfance, je voyais très peu. Alors, je pense que dans ton enfance, comme dans la nôtre, c'était des contemporains, moins... Oui, certes. Et puis, à l'époque, il y avait peut-être moins de familles recomposées. Mais justement, par rapport à cette thématique, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont tu la traites, cette thématique de la famille recomposée d'une manière extrêmement positive et bienveillante. Enfin, il y a beaucoup de bienveillance dans ce livre et on pourrait presque imaginer que tu suggères des clés à des enfants qui pourraient peiner à trouver leur place dans une nouvelle fratrie, dans une famille recomposée, avec l'aide de cette vieille dame qui agit un petit peu comme un mentor et qui va aider. Ouais, je sais, je spoil. Non, mais c'est tout à fait ça. Je me tourne pour t'écouter. Ça va, non, mais maintenant, c'est tellement bien expliqué, c'est tout à fait ça. Mais cette bienveillance, elle est cachée sous une couche de naïveté, de fausse naïveté, qui rend la thématique très, très abordable, très accessible. Ça, je trouve, pour le coup, c'est vraiment bien joué. C'est gentil, merci beaucoup. Non, parce que si c'est ça, l'une des thématiques que tu vas aborder, oui, il y a ce côté poétique de la naïveté, et je trouve que ça apporte beaucoup à l'histoire. Je crois que c'était un souci, enfin en parlant de souci, c'est de ne pas être donneur de leçons. Donc il y a cette thématique des relations multigénérationnelles, car elle va dans le chalet de la Tortue Jalouse, et puis il y a Madame Cunégonde, qui est une dame qui a un certain vécu, qui est beaucoup plus âgée que Sophia, et il a la possibilité de tisser un lien, de lancer de passerelles entre les différentes générations. Par contre, j'avais pas envie que ce soit un personnage qui dise « Ah, mais il faut faire ci, il faut faire comme ça, tiens, peut-être qu'il est sympa, Adriano. » Exactement, avec tout le respect pour les profs. Et puis, mais c'était... ils sont pas dans la même posture. Tout à fait, donc c'était une relation que j'estime un peu horizontale, parce que Cunégonde aussi, elle apprend de Sophia. En tout cas, ça lui fait penser à ses combats précédents, parce que c'est une dame qui, sans trop spoiler, qui était journaliste. Elle voulait être un grand reporter, et puis elle a expérimenté des difficultés en tant que femme de s'imposer dans ce milieu-là. Donc, le fait de voir Sophia qui aimerait être joueuse de foot, donc j'estime que la relation entre Sophia et Madame Cunégonde, elle est horizontale. Enfin, malgré les faits que ce soit bilatérale. Elle est bilatérale. C'est une des premières fois que je vois ça dans un livre jeunesse, moi. En même temps, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais où on voit Cunégonde, justement, elle exprime ce que lui apporte la relation avec une personne beaucoup plus jeune. Et puis souvent, c'est plutôt dans l'autre sens. Oui, ça, j'avais pas très envie de ça. J'avais envie plutôt que... Puis je pense que peut-être Sophia, elle arrive dans la vie de Cunégonde pour aussi peut-être insuffler cette naïveté dont vous parliez tout à l'heure, cet esprit un peu d'émerveillement que... Plus juste d'ailleurs comme ça. Oui, parce que dans naïveté, il y a un côté peut-être un petit peu négatif, un petit peu négatif, péjoratif. C'est pas le cas. Je pense que la naïveté, c'est un peu le prix d'une certaine pureté aussi. Donc, je ne prends pas ça négativement. Je pense qu'il y a... J'aime bien parfois être naïve aussi. Donc, c'est... Oui, je crois qu'il avait cette envie de dialogue entre ces deux générations assez éloignées. Entre deux, il y a Adriano et la maman de Sophia. Donc, parfois, on peut penser que c'est très éloigné. Et finalement, c'est
pas si compliqué que ça de parler à des gens qui ne sont pas comme nous. Et je pense que de plus en plus, dans le contexte actuel que nous vivons, on en a besoin. On a besoin de parler à des gens qui ne nous ressemblent pas parfois, ou qui n'ont pas le même vécu, qui ne viennent pas de mêmes origines, qui n'ont pas le même âge. Et je crois que ce livre-là, il a cette intention-là également. Dans ton travail, donc en amont, tu expliquais que tu avais travaillé avec l'illustratrice en premier, et puis après, dans ton travail donc d'editing du texte, les illustrations, elles ont changé. Il y a eu Est-ce que l'éditrice a sollicité l'illustratrice pour modifier certaines choses? Comment ça s'est passé, cette relation triangulaire? Oui, je crois que, j'ai moi suivi ça, pour être sincère, mais j'ai vu qu'il avait, ça a dû être étoffé également au niveau des illustrations. Il faut voir que là, c'est un livre, comme vous avez dit, qui s'adresse à un public un peu plus âgé, qui fait une 40aine de pages. Et puis la première version qu'on a envoyée à la maison d'édition Les Visibles, il y a d'autres maisons d'édition également, il faisait, je crois, 17 ou 15 pages. Oui, je crois que c'était de cette... Enfin, moi, la version que tu m'avais fait suffisamment confiance pour me la faire lire. D'ailleurs, je te remercie de l'avoir lu. Et puis, tes impressions ont été très précieuses pour moi aussi, car tu écris également de la littérature jeunesse. Donc, merci, tout simplement. Je t'en prie, avec grand plaisir, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir le projet au départ et puis ce qu'il est devenu ensuite, avec en effet une ambition. Est-ce que c'était c'est l'éditrice qui t'a débloqué sur... je crois que de là, l'importance, on parlait tout à l'heure également avec Cyril, comme quoi on a la liberté d'écrire comme on veut. On est moins un pli de contraintes que si on écrivait un script de cinéma. Enfin, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure. Et par contre, les impressions d'un éditeur et d'une éditrice sont tellement précieuses. Et je crois que Licia Chéry, le fait de l'avoir mise en évidence certaines qualités, mais aussi certains défauts, comme celui-là, juste d'effleurer des thématiques qui peut-être demandaient plus de réflexion. C'était le déclencheur. Et puis, donc ça, c'était au mois de mars, sauf erreur, de l'année passée, donc 2024. Et puis, le livre sort maintenant au mois d'avril. Donc, il a eu quand même presque une année de réécriture, espèce de ping-pong où on reçoit avec Marie Toura également, qui travaille avec les éditions Visibles, qui est établie en France, mais qui a de l'expérience avec la littérature jeunesse. Donc, et c'est quelque chose que j'aime bien. Il y a certains facteurs qui sont un peu non négociables quand on écrit. Je ne sais pas si vous voyez ça comme ça, mais d'autres qu'on est mais effectivement, ça pourrait être vu sous cet angle-là, plus que sous le premier que j'ai proposé. Je crois que c'est toujours enrichissant à partir du moment où le travail avec un éditeur est fait dans le respect de l'intention de l'auteur. Au contraire, ça peut être que positif et bénéfique pour l'œuvre. Je pense. Je les remercie. Et puis j'aime bien l'idée du livre ou de la création artistique comme quelque chose de collectif. Je ne crois pas trop à cette idée de l'auteur ou de l'écrivain, l'écrivaine, comme quelqu'un qui est qui ne peut pas accepter de commentaires, des impressions, des critiques, et puis qui est un espèce de génie dont l'inspiration vient et les choses sortent comme ça, sans autre. J'aime bien cette idée de travailler dans le collectif, dans la force du collectif. C'est comme dans la vraie vie. C'est tout à fait ça, oui. C'est comme dans la vraie vie, et puis de surcroît, c'est quand même une première incursion dans la littérature jeunesse, donc il y a aussi besoin, comme dans tout nouveau défi, je pense, d'être guidé par des personnes qui sont spécialisées et qui ont davantage d'expérience. Ce qui m'amène à la question suivante, parce que tu nous as comment dire, mis une petite perche sur la fin de ce roman, et tu l'as mentionné tout à l'heure avec le canard qui fait miaou. Est-ce qu'on doit envisager qu'il va y avoir un tome 2 ? Oui, j'aimerais bien. En fait, c'est un peu trop précoce peut-être de déjà prédire le futur, mais oui, j'aimerais bien investiguer d'autres thématiques comme le deuil, comme la perte, comme les transitions, et je crois que ces moyens là, la littérature jeunesse,
peu favoriser cela. Donc, d'ailleurs, j'ai beaucoup de plaisir, donc beaucoup de joie à l'écrire. Donc, je dis non, j'ai pas envie que ça s'arrête. J'aurais bien aimé continuer. Mais là, actuellement, j'ai également envie de savourer ces moments comme avec vous. Aussi, Voilà, oui. Et puis de laisser vivre l'objet. Et j'ai la chance de travailler dans un endroit avec une équipe pluridisciplinaire où il y a des psychologues, etc. Donc, c'est des thématiques qui me touchent, notamment le deuil. Donc, oui, il y aurait moyen, on va dire comme ça, de voir, par exemple, Sophia qui reviendrait en vacances dans 2 ans, et puis là, elle a 12 ans. Ou, et la tortue est morte. Par exemple. Par exemple. Bon, oui, bon, d'accord, moi, voilà. je m'en vais. Voilà, on fait un peu non, mais le deuil, c'est le deuil. Il faut bien trouver quelqu'un. Oui, on ne va pas tuer qu'une égone. On va imaginer la suite tranquillement. oui, non, mais pardon. Mille pardons. Non, mais c'est très bien. Mais oui, j'aurais envie, surtout de continuer cette collaboration avec Juliette Villard et avec Licia Chéry, Maria Toa des éditions Visibles. Donc, il faudrait voir comment cela est reçu déjà sur le premier. Je ne sais pas si ça va vraiment éveiller de l'intérêt ou pas. Enfin, c'est des choses que vous le savez en tant qu'écrivain, on n'a pas vraiment de contrôle. L'œuvre, elle existe indépendamment de nous. Dans la nature, elle existe par elle-même. Ouais. Tout à fait, oui. Oui, alors avec la possibilité, est-ce que justement à ce point de vue, donc le livre sort aujourd'hui, à l'heure où sera publié le podcast, le 9 avril, il y a des dates. Alors attends, je reprends mes notes parce que ça, je ne le sais pas par cœur. Il y aura un vernissage le 30 avril à Vevey à la librairie La Fontaine. Ensuite, il y aura plusieurs dédicaces, dont la première qui suit le 3 mai à Bayeux-Lausanne. Je pense que tu as pas mal de dates qui sont prévues. Est-ce que comment tu abordes ce deuxième travail d'écriture qui est justement de faire vivre ton œuvre? Tu as prévu envie de rencontrer tes jeunes lecteurs, parce que la littérature jeunesse, c'est aussi les enfants. Donc comment tu appréhendes ça? Est-ce que tu as déjà prévu une dédicace, une forme de dédicace? Est-ce que tu vas faire un dessin? Non, je compte sur Juliette Villard. J'espère qu'elle pourra se libérer. Elle est établie, elle est genevoise, mais elle vit à Voiron, en France. Mais j'essaie de lui donner les dates assez en avance. Joli coin. Voilà. Non, c'est pas trop loin. Non, donc j'espère qu'elle viendra. Sinon, le 30 avril, à la librairie La Fontaine, j'ai la chance immense d'avoir Luca Leone, qui est un jeune comédien, musicien, qui fera une petite lecture également. Ah, trop bien. Donc, il y aura une petite animation avec des gâteaux, avec du sirop, peut-être du chasselas pour les adultes qui viendront. Ouais. Voilà, alors là, si avec ça, consommer avec modération. Vous savez où vous devez aller le 30 avril. Voilà, donc à 16h30, de 16h30 à 18h30, 19h. Et donc non, mais pour répondre à ta question, j'ai vu ça avec beaucoup de contentement, beaucoup de joie. J'aime bien l'idée de partager avec la jeunesse et également avec les adultes qui viendront, et puis d'avoir leurs impressions, et puis d'avoir ces moments de convivialité, de partage. Je pense finalement, on écrit un livre également pour ça. J'ai la chance de recevoir des écrivains et des écrivaines les lundis sur la Redline Radio. Excusez-moi de faire la publicité. Non, mais alors pas du tout. On va en parler. Comme toi, Catherine, c'est un moment assez privilégié où on peut parler de son œuvre, on peut parler de soi, on peut aborder d'autres sujets également. Et puis, je crois qu'on n'est plus dans cette période peut-être qu'on peut rêver où les livres sortent et puis on va simplement l'aimer, nous découvrir. Donc je crois que je vois un peu comme les musiciens qui font de tournées, donc ils sortent l'album existe, mais après ils font leur tournée. Donc ça, je me réjouis d'être à Lausanne également le samedi 3 mai, et puis à la boutique du livre à Neuchâtel, avec un endroit que j'ai hâte de découvrir, qui a l'air très sympathique. C'est quand ça, la boutique du livre? C'est le samedi 31 mai. Après, j'ai
pas encore toutes les dates, parce que j'ai fait ça également parallèlement à mes activités professionnelles, donc il faudrait un peu caser Bien sûr. dans les agendas, mais je compte en faire peut-être à la librairie Delphica à Genève également, à la librairie Saint-Augustin. Enfin, je suis en train de voir, mais je m'en réjouis de le faire. Pourra trouver sur le site des éditions. Alors toi, tu n'as pas de site internet, mais il y a le site des éditions Visibles, et puis toi, on peut te trouver sur ton compte Instagram, n'est-ce pas? Alors on vous mettra les liens. Oui. Donc Flavio.Dias, comme ça se prononce avec un S à Dias, 549 549. C'est tout à fait ça, merci beaucoup. Et c'est une signification, ces chiffres? Non, je vois que c'était simplement Insta qui a décidé pour moi, mais j'aime bien. Il y a 548 autres Flavio. Il y en a. Enfin, j'ai découvert que j'ai un homonyme qui a vécu en Suisse également, un médecin. Oui, avec qui j'ai travaillé, absolument. C'est phénoménal ça. Mais qui est à São Paulo maintenant. Enfin. Je ne sais pas exactement où il est, mais qui a priori est retourné au Brésil. Oui. Non, mais comme quoi, tout est connecté, n'est-ce pas? Exactement. Et alors, pour revenir un petit peu sur ton métier d'animateur à Redline Radio, alors on aimerait bien que tu nous racontes un petit peu ton quotidien. Comment t'en es arrivé à travailler? Donc, on rappelle Redline Radio, donc c'est une radio associative dont le siège est à Lausanne, qui émet depuis 2021, je me trompe? Je crois qu'un peu avant. 5 ans, oui, mais par là. Enfin. Et toi, tu es animateur de cette émission, donc Le Fil Rouge, depuis 5 ans? Depuis 5 ans, oui. Depuis 5 ans, donc toutes les semaines, tu reçois un invité du monde de la culture, alors soit écrivain, soit comédien, metteur en scène, enfin la palette est assez large. Raconte-nous un petit peu déjà cette rencontre avec cette radio et puis ton quotidien d'animateur. Alors donc, c'est une émission à la croisée des arts, donc l'idée c'est vraiment d'entremêler différentes formes d'expression artistique. Nous avons passablement d'écrivains et d'écrivaines, mais comme tu as très bien dit, il y a également des comédiens, des comédiennes qui viennent, des artistes visuels qui viennent, des metteurs en scène, des metteuses en scène. Et c'était une rencontre très belle, je trouve, avec Alex Vassem, donc, qui est le directeur de la radio, un homme extrêmement passionné de radio et de la vie d'une manière générale. Tu as eu la chance de le rencontrer. Et pendant le Covid, j'animais un podcast visuel également, pas comme le vôtre, parce que c'était filmé également autour de la musique avec des jeunes artistes plutôt du milieu de la musique en Suisse romande, avec la société suisse Artistes Production. Donc, comme ils n'avaient pas de scène à ces moments-là, on enregistrait une interview et un showcase. C'était ça le principe. Okay. Et comme Alex, il est très musical, c'est un mélomane, c'est une figure assez emblématique dans la scène musicale romande. On a fait connaissance comme ça. C'était Michel Gallon de l'époque Suisse Artiste Production qui m'a parlé d'Alex. Et on a discuté, et puis il m'a dit, mais écoute, la musique, on en fait déjà beaucoup d'émissions. On a un peu moins de littérature, d'autres... le théâtre, c'est également la littérature, donc d'autres expressions artistiques. Et puis je dis, mais si ça te branche, mais j'ai fait ça avec vive joie. Je suis toujours passionné de musique également. Mais Alex fait ça très bien avec d'autres animateurs également, d'autres soirées de la semaine. Et j'ai pris cette tranche horaire du lundi entre 19h30 et 20h30. Et j'ai pu inviter des écrivains, des écrivaines et d'autres artistes pour partager 1 heure autour de leur démarche artistique, mais aussi de leur code génétique pop et poétique, de leur passion, de leur référence cinématographique, série et film. Donc le principe, c'est vraiment de passer 1 heure conviviale, surprenante parfois et spontanée, et de parler d'art. Et comme on n'a pas cette contrainte du temps, enfin on a 1 heure, ça nous permet de bien approfondir certains sujets culturels ou de société avec nos invités. Tu as des invités littérature, mais aussi du monde de l'art graphique, des photographes, des Tout à fait. Ouais. Comment tu fais, puisque c'est un format radiophonique,
pour aborder leur œuvre sans montrer les choses. Alors l'émission, elle est également filmée, mais effectivement, on peut l'écouter en direct sur le DAB+, ou sur nos réseaux également. Donc là, l'émission est visionnée, et puis suite à ça, il y a le mode podcast qui est disponible sur YouTube, par exemple. Mais effectivement, quand c'est des artistes visuels, c'est un exercice qui demande de l'imagination, en quelque sorte, et de la littérature, parce qu'il faut décrire, du coup, tu es obligé d'écrire une œuvre et d'écrire une démarche, mais surtout d'écrire peut-être un sentiment ou une intention, et transmettre l'émotion que l'artiste a voulu créer sans montrer le tableau, on va dire comme ça, ou la photographie. Alors tu vas me dire c'est la même chose, hein, puisque tu vas parler d'une œuvre littéraire sans qu'on l'ait lue finalement, souvent. Tout à fait. Il faut aussi transcrire les émotions et les intentions de l'auteur de manière radiophonique. Exactement, je crois que c'est un exercice qui me plaît énormément, j'adore le faire. Et nous avons le moment de lecture aussi, c'est un moment traditionnel sur les fils rouges où l'écrivaine lit un extrait de son œuvre, de son roman. Moi j'aime bien faire ça aussi parfois, lire un petit extrait, car je crois que c'est la meilleure façon de plonger dans l'univers d'un écrivain, et j'estime que c'est une chance immense de lire la poésie ou de la littérature, du polar à la radio. C'est quand même grandiose. C'est génial. Et en plus, on parlait de ton accent chantant tout à l'heure. Ce matin, je revisionnais l'interview que tu as fait avec Léna Furlan, et où tu lis un passage. Oui, c'est un roman qui m'a beaucoup touché, vraiment. Et j'ai trouvé que ça se prêtait à ça. Je fais pas ça tout le temps non plus. Et surtout que c'est un roman qui est écrit avec une prose poétique, et il a une mise en page où parfois c'est de la poésie. Donc c'est par exemple une demi-page qui est là. Donc j'ai voulu faire celle-là avec beaucoup de respect pour l'auteur qui a pu, Léna Furlan, qui a pu également lire son extrait. Mais justement, ta lecture, c'est donc ton interprétation de ce texte, et avec ton accent, je trouve que ça a apporté encore une autre richesse. C'est sympa. Et moi, j'ai trouvé l'exercice très sympa en tout cas. Mais c'est toujours, je pense de manière générale, c'est toujours assez agréable, je trouve, d'écouter quelqu'un d'autre lire son propre texte. Enfin, aussi l'exercice qu'on avait fait nous. Cyril, je vais lire alors un extrait de d'un de tes romans quand tu viendras au mois de juin. Je vais essayer, je ferai de mon mieux. Essaie de choisir un moment où je ne découpe personne. un moment plus contemplatif. Bien Bref, joué. Je fais ce que je peux. Non, c'est magnifique de pouvoir donner de la visibilité comme ça aux rencontres que tu fais artistiques finalement. Comment tu choisis les gens que tu invites ? J'ai un agenda. Au départ, quand j'ai commencé, j'ai fait un petit peu ça avant la Redline Radio, avec la Radio Riviera à Montreux qui a dû arrêter. Donc j'avais commencé, mais c'était pas si ponctuel et organisé. Pas si régulier. Ouais. Voilà. Mais c'était une belle expérience également. Et au départ, c'était un peu moins évident parce qu'on n'est pas vraiment connu. Je ne suis pas à la RTS, par exemple, où on appelle les gens et puis on dit j'ai commencé une émission littéraire. Certaines personnes, dans la justesse, peuvent se dire est-ce que ça vaut la peine de venir ou pas. Donc j'ai fait avec des écrivains que je connaissais déjà, donc ça me rassurait. Un petit peu la même démarche que nous, j'ai l'impression. Voilà, donc comme quoi nos schémas se croisent Bien quand sûr. même. Et donc j'ai fait avec David Perrou qui est chez Jouvence. Chez Jouvence, oui. Oui. Donc je l'avais déjà interviewé, et puis il travaillait à l'époque à VV, pas loin d'où j'habitais, donc on se connaissait. Et peu à peu, heureusement, nous sommes un tout petit peu victimes de nos succès, donc c'est une fois par semaine. La liste, elle a pris de l'ampleur. Voilà, l'ampleur du volume. Et j'organise en fonction de mon emploi du temps. Enfin, je ne suis pas là pendant les vacances scolaires, par exemple, mais j'essaye de recevoir un maximum de personnes dans la mesure du possible, en sachant que je préfère, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais d'avoir un invité à la fois ou deux invités qui travaillent ensemble sur un même projet. Clairement. Donc, ça fait
4 invités par mois, les mois où il n'y a pas de jour férié le lundi. Et donc, c'est assez réjouissant de voir qu'il y a de l'intérêt et puis que, comme tu as très bien dit, je crois qu'il manque un peu, je trouve quand même, de la place pour la littérature dans nos médias, pour la poésie, pour l'expression artistique. Donc, d'une manière générale, les artistes sont très contents d'avoir, comme je le suis là maintenant, 1 heure pour partager d'avoir autour du de temps, leur... en dehors d'un moment très promo, très calibré, très timé, d'avoir 1 heure pour discuter autour du projet, c'est quand même un luxe très intéressant. C'est luxueux, oui. C'est Ah très oui, bien. parce que ça laisse vraiment de l'espace pour connaître la personne et pas seulement, se cantonner aux métadonnées. Il sort telle date. Mais comme vous le faites, j'écoute votre podcast, c'est tout à fait ça également. Hein, d'ailleurs, Oui, bravo. Merci. Toi aussi. Félicitations. Mais c'est vrai que c'est la même idée. Et puis, j'imagine que tu es aussi sollicité par des artistes, peut-être, qui viennent te voir pour te demander de les inviter. Comment est-ce que tu... Oui, en fait, je reçois beaucoup de livres, donc je me sens très chanceux parce qu'il y a des services presse qui arrivent. Et parfois, il a une petite note, je serais très content de venir. Sur Instagram, on parle souvent des réseaux sociaux, bien sûr qu'il y a des dérives, et puis je ne vais pas faire l'apologie des réseaux sociaux, mais il y a du bon aussi. Et bien puis, sûr. Un côté que j'estime positif, c'est cette facilité qu'on a d'entrer en contact avec les gens. Donc, sur Insta, c'est moi, par exemple, qui lis un livre et dire « Ah, c'est super, j'ai animé une émission, est-ce que ça vous dirait de venir un lundi au mois de septembre, par exemple ?» Et puis la personne, elle a tous les droits de dire non également. Et parfois, c'est le contraire également. Hein. J'ai pu écouter ou visionner votre émission. Je me permets d'envoyer un service presse. Donc, ça se fait d'une manière assez spontanée et organique, comme on dit maintenant. Et organique, hein, c'est très joliment dit ça. Très organique. Oui, puis bon, c'est au fil du temps, ça fait quand même 5 ans que l'émission existe. Je pense que maintenant, tu es quand même bien implanté dans le paysage littéraire suisse romand. C'est gentil. Puis j'ai fait également de petites capsules, parfois en mode podcast. Oui, alors et ça fait moins longtemps que tu... Ça fait combien de temps que tu fais ce podcast? Ça fait, je crois que c'était... il y a eu le festival LAC, Collonges-Bellerive. Oui. Et j'ai pu aller avec mes 2 micros de la Redline Radio et puis interviewer certains écrivains qui étaient présents. Et je me suis dit, mais je ne peux pas tous les inviter tous les lundis. Donc, c'est un format plus court, d'une 20aine de minutes. Parfois, je les fais dans un café, dans une bibliothèque, dans une librairie. Et ça me permet d'échanger avec l'artiste et de nourrir mon podcast qui s'appelle Culture Bossa, et puis également d'envoyer à Alex de la Redline Radio, à Yvan en fait le programmateur, qui saupoudre notre programmation de ces petites capsules. Je l'ai fait notamment en été. C'est vrai que j'ai un peu plus de temps, et puis comme la radio elle n'a pas d'émission indirecte entre début juillet, la période de vacances scolaires du canton de Vaud. Et comme j'aime tellement faire ça, j'ai pas envie d'attendre 2 mois pour pouvoir partager avec des gens. Et puis du coup, il y a de la plage, il y a de la place au niveau des plages de diffusion. Tout à fait. Puisqu'il y a des pauses. Oui. Et le podcast reste comme le vôtre disponible sur les plateformes de streaming. Et les gens aiment bien avoir cette trace, les artistes aiment bien avoir cette trace-là, quelque part de faire la Polaroid d'un moment dans leur carrière, dans leur parcours biographique. Donc Dis-moi, est-ce que tu trouves des moments pour dormir quand même de temps en temps? Oui. En fait, j'ai vers 8h30, j'essaye de mettre mon téléphone en mode avion. Et puis, donc déjà, c'est moi chronophage de regarder son compte Instagram, justement, sans cesse. C'est un très bon réflexe. Et de passer du temps en famille ou d'aller au théâtre. J'aime beaucoup, je suis assez fan de théâtre, au cinéma. Et de ne pas penser aux invités, aux interviews. Donc non, j'essaye de dormir quand même 9 heures ou 8 heures par jour, par nuit. Tu parles de théâtre et de cinéma, il se trouve que tu fais un petit peu de comédie aussi, tu joues un petit peu. Donc, oui, c'est très généreux. C'est vraiment multicarte. Non, mais je pense que je fais un tout petit peu de tout, rien vraiment très bien. Mais arrête. Bon, en même temps, j'ai tendu la perche. Voilà. Oui, mais tu l'avais
pas tendu dans ce sens-là. Ah non, mais on parlait tout à l'heure, parce qu'il faut croire il faut aussi savoir que si vous venez, je vous souhaite de pouvoir venir un jour ici chez Cyril pour cette expérience podcastienne. On est invité avant à manger, donc maintenant ça va être une obligation pour les prochains invités. Voilà. Et puis on a pu parler de ces multi-identités, et puis comme quoi on n'est pas obligé de tomber sur une case et dire moi je suis prof de sport et puis je ne fais que ça, ou vous êtes les deux dans les domaines de la santé, médecin, infirmier, anesthésiste. On peut également être chauffeur de bus et puis poète. Ça me fait penser à un film, en fait, c'est pour ça que j'ai dit ça. Patterson de Jim Jarmusch. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs vies dans une vie, et puis parfois elles s'entremêlent. Et juste pour revenir, excusez-moi de la digression, par rapport au cinéma, c'est vraiment une expérience. J'ai eu la chance immense d'être silhouette, c'est-à-dire de jouer un tout petit rôle dans le dernier film, et puis le premier film de Laetitia Doche, Le procès du chien, qui est une production franco-suisse qu'il faut découvrir d'urgence. C'est vraiment fantastique, où je suis l'huissier de justice. Ce qui est un rôle à contre-emploi. T'es méchant? Non, absolument pas. Non, j'ai juste une scène où je demande à la... Enfin, c'est l'histoire. Je peux juste faire... Bien sûr. Pardon. Donc, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. C'est pas parce que j'ai eu la chance immense d'être 2 semaines dans le tournage, mais qui peut-être comme mon livre, essaye d'embrasser, je sais pas si on peut dire ça comme ça, plusieurs thématiques, dont le rapport qu'on a aux vivants, aux animaux, la place de femmes, la place des enfants. Et donc c'est l'histoire d'une jeune avocate, Avril, qui est jouée par Laetitia Doche, qui est également la réalisatrice, qui est un peu la défenseuse de cause perdue. Et puis là, elle défend quelqu'un qui a un chien qui est récidiviste, qui a mordu 3 fois. Et la loi dit qu'un chien qui mord 3 fois doit être euthanasié. Avril, donc Laetitia Doche, elle arrive à faire en sorte que le chien il ait le statut d'humain, entre guillemets, qu'il ait un procès, pardon. Et voilà, donc c'est l'histoire de ce procès, de ce chien. C'est une histoire vraie ? C'est tiré, enfin comment dire, c'est d'après une histoire vraie. Donc à découvrir d'urgence le procès de chien de Laetitia Doche. On ne veut pas spoiler, on se demande maintenant si le chien s'en sort à la fin ou pas. Vous êtes absolument obligé de regarder. Faites attention à l'huissier de justice. Oui, alors voilà, j'étais en train de me poser la question de ce que venait faire l'huissier de justice dans cette histoire. Il demande justement à la personne, une des victimes du chien, qui se fait défigurer, elle doit à un moment prêter serment, et puis l'huissier de justice l'accompagne. Donc j'ai ouvert la porte, j'ai accompagné des gens. Donc voilà, c'était une prestation tout à fait louable. Depuis, j'ouvre les portes beaucoup mieux. Ah mais alors, un rôle de composition. J'en doute pas, mais écoute, mais il faut commencer par quelque part. Voilà. Et puis au théâtre, tu as là. Au théâtre, j'ai la chance, je crois, d'avoir des amis qui sont très talentueux et qui, je pense, par sympathie, m'invitent à participer à leur projet. Tu es vraiment modeste, Flavio. Je pense que c'est tout à fait ça. C'est Luca Leone, donc un jeune artiste genevois qui est musicien, qui est metteur en scène, qui est comédien, j'ai eu la chance de jouer dans un de ses clips qui s'appelle Envie d'été. Je joue un glacier. Et je vous invite à découvrir également sa musique et ses clips qui sont très cinématographiques. Mais en l'occurrence, c'est une pièce de théâtre qui s'appelle Paradiso, qui a été jouée au théâtre de Grotte à Genève et au théâtre L'Odéon à Villeneuve. Et c'est 4 versions de sa vie, entre guillemets. Donc je joue Luca Leone un peu plus âgé, qui se rappelle de certains passages de sa jeunesse autour de ses aventures et mésaventures amoureuses. C'est entre cinéma et théâtre. Il y a un hommage également à Cinéma Paradiso et à l'Italie. Donc voilà, c'est une pièce. J'espère qu'on va la rejouer. Je pense que Luca Leone est en train d'organiser d'autres dates, je l'espère en tout cas, parce que j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à ces projets théâtraux très poétiques également. Mais ton univers, je pense qu'il y a une cohérence, pour ne pas dire un fil rouge, parce que c'est trop quand même, dans toutes tes activités
culturelle et qui est justement ce goût pour la poésie, pour les univers merveilleux, et puis avec beaucoup de bienveillance et de lumière, ce qui transparaît. Je crois aussi, en revanche, j'aime bien, en tant que spectateur ou lecteur, aller vers des œuvres qui vont dans des coins un peu plus sombre. Voilà, des chemins sombre de de travers. l'âme humaine, des chemins de travers, ou je pense aux réalisateurs que j'aime beaucoup, comme David Lynch. Quoique David Lynch, il y a quand même une partie d'espoir, je trouve. Je crois que c'est un humaniste à la fin, mais Lars von Trier ou en littérature, Paul Auster. Enfin, on a parlé tout à l'heure de ces grands romanciers américains où on va quand même dans une part d'ombre de l'âme humaine. Donc, en tant que spectateur, je crois que j'aime bien, je suis bon public pour ça. Par contre, dans mes démarches, je crois que je suis plus vers une forme de poésie contre la noirceur du monde. Ouais. Voilà, oui. Et les deux peuvent se coexister, je crois. La preuve. Tu envisages pour la suite, alors tu nous as dit que tu aimerais bien peut-être une suite aux aventures de Sophia et la tortue jalouse, avec le canard, potentiellement, ou tout autre animal. Et est-ce que tu as des envies en littérature adulte ? Oui, donc justement, un désir que j'ai, pour être très sincère avec vous, c'est de voir les sorcières du lac Léman devenir les sorcières du Léman, donc ce roman lusophone qui prennent vie également dans la francophonie et puis qu'il soit publié ou autopublié, enfin, mais qui rencontre un public dans la région, parce que, enfin, il y a une grande partie qui se passe également entre Lausanne et Vevey, deux villes que j'aime beaucoup, et j'ai l'impression qu'on écrit pour les autres également, hein, donc j'aimerais bien le voir futurement dans les librairies. Donc c'est un souhait, c'est pas du tout d'actualité, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien que ça arrive. C'est pas demain, peut-être dans 3-4 ans, dans 5 ans, peu importe. Ça compenserait peut-être un petit peu ce que tu nous disais en off, un peu, peut-être la frustration est un terme un peu fort, mais le fait que tes romans écrits en portugais qui sont parus au Brésil, toi tu étais déjà physiquement en Suisse et il y avait plus de difficultés à assurer évidemment une promotion des œuvres une fois parues. Profiter tout simplement. Oui, Ouais, d'avoir cette joie de partager. C'est vrai que le premier, ça va parce que je l'aime, je trouve qu'il est moins réussi. Je trouve qu'il est assez expérimental. J'étais un peu dans une vague un peu de méta-littérature, donc très contemplative, mais un peu... Alors pas pour moi. Ouais, non, je pense pas que ça serait pour toi. Mais enfin, je trouve qu'il est assez confus, mais je suis content de l'avoir fait. Hein. Et le deuxième, je trouve qu'il aurait sa place. J'ose être un peu peut-être ambitieux. Je pense qu'il aurait sa place. Je les trouve beaucoup plus réussis. Je trouve qu'il a un fil rouge, enfin il a une narrative, donc il a une histoire vraiment, et il a ce souci que je peux pas éviter en quelque sorte, d'avoir une prose un peu léchée avec des figures, des styles parfois un peu fantaisistes, fleuris peut-être, voilà. Ou en tout cas poétique. Mais en même temps, c'est un livre qui s'adresserait vraiment aux adultes, on est bien d'accord, ça n'a rien à voir avec la littérature jeunesse. C'est contemporain ? C'est contemporain. Ça, c'est l'histoire de Diane, qui est une jeune script. Donc, script, c'est la personne qui... Le cinéma ? Voilà, au cinéma, qui elle est le garant de la continuité dans une production cinématographique. C'est ce qu'elle fait comme métier. Et puis, elle aurait envie de tourner un premier film. Et puis, elle se penche sur le fait historique que dans la région du Léman, il y a eu énormément de procès de sorcellerie entre 1492 jusqu'à 1700. À l'époque, je savais exactement, 1700 quelque chose. C'est très récent, et une des dernières sorcières qui a été jugée était dans le canton de Fribourg. Tout à fait. À Catillon, qui était à quelques kilomètres d'ici, effectivement. Et c'est 1790 quelque chose. Je crois que c'est ça, oui. Et donc, Diane, donc ce personnage, essaye de tourner un documentaire autour de ça. Et elle se trouve qu'elle est brésilienne, mais elle a très peu vécu au Brésil,
car sa mère, quand elle avait 4 ans, a fait la rencontre d'un Parisien assez chic, assez riche et bienveillant. Un beau-père, c'est intéressant, c'est un beau-père. Et qui a fait en sorte que Juliana, qui est sa mère brésilienne, et elle-même viennent habiter à Paris. Et en contrepartie, ou même c'est sa mère qui l'a fait un peu oublier ses origines brésiliennes. Elle dit non, mais maintenant tu es ici, tu es française, etc. Et puis de toute façon, ton père, c'est pas quelqu'un de forcément bien. Donc voilà. Et pendant le tournage de son documentaire, elle découvre que son père biologique a été assassiné au Brésil. Et elle s'est dit tiens, mais je l'ai pas beaucoup rencontré dans ma vie. Je l'ai vu quelques fois. J'ai envie quand même d'y aller et puis de peut-être retrouver un peu mes origines. Et l'endroit où son père vivait, c'est une île qui est aussi connue par ses histoires liées à la sorcellerie et au procès de sorcières. Donc elle fait ce voyage parce que finalement elle est venue habiter en Suisse à cause de son film, entre donc, la Suisse, Paris et Florianópolis, l'île de Santa Catarina au Brésil. Donc il y a peu des éléments de polar également, parce qu'il faut savoir comment ça se fait, pourquoi il y a un mystère en tout cas. Il y a un mystère et il y a cette quête d'identité. Donc c'est un roman que personnellement j'aime bien, j'aime beaucoup. Oui. Il est un peu vieilli quand même, parce que comme j'ai dit, il est sorti en 2018, mais je l'ai fini je crois en 2016 par là. Donc oui, mais ça reste des sujets qui sont intemporels. Au public de le juger. Oui. Donc là, comme je crois que j'ai mentionné tout à l'heure, j'ai des amis, enfin des gens qui sont très bienveillants et qui sont très littéraires, qui m'aident un peu dans ces processus-là. Et j'espère trouver une maison d'édition, ou bien en effet à moi-même, enfin on verra prochainement, peut-être pas de suite, mais... Joli projet en tout cas. Ouais, on va suivre ça. On va suivre ça et en attendant, déjà, commençons par savourer la sortie de celui qui est là, ce qui n'empêche pas de se projeter dans l'avenir, mais le chalet de la tortue. Oui, restons un peu dans la jouissance de l'instant présent. Et puis c'est vrai que j'ai tendance un peu à voir toujours un peu plus loin, et puis finalement c'est quand même sympa d'être en Suisse, d'avoir été publié, d'avoir écrit un roman jeunesse, donc je m'autorise le droit de profiter. Mais je crois d'être avec vous ici. C'est génial. C'est un petit peu, d'ailleurs, c'est aussi un des messages qui transparaît dans le livre, de savoir profiter des petits bonheurs, et je crois que c'est vraiment à ton image. C'est aussi un des messages sous-jacents, je pense, de dire bon, finalement, je veux toujours plus, mais ce que j'ai déjà, c'est pas si mal, quoi. J'ai assez bien aimé. On a le Molaison qui est pas très loin. Le soleil. Non, je ne fais pas de remarques sur le soleil à Bulle. Tu as vu comme j'aime? Non, mais c'est vrai, je m'améliore. Non, à Bulle, la ville la plus légère de Suisse. Et maintenant, j'ai compris. Flavio, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous. En tout cas, moi, j'ai passé un excellent moment. Merci beaucoup. Ah, mais c'était formidable. C'était très, très bien. Puis, merci beaucoup. On souhaite une longue vie à ce chouette petit bouquin jeunesse. Encore une fois, je vais répéter le titre. C'est Le chalet de la tortue jalouse aux éditions Visibles. Merci beaucoup d'être venu. On va vous mettre tous les éléments qu'on a mentionnés et les références dans les notes du podcast. Donc, on rappelle que pour venir voir Flavio au vernissage, c'est le 30 avril donc 2025 à Vevey, à la librairie La Fontaine. Qui est une très belle librairie d'ailleurs, hein. Même si c'est pas pour le livre, pour le vernissage, venez à la librairie La Fontaine, c'est une très belle librairie. Il y a tous les arguments, c'est une belle librairie, il y a du chasselas, voilà. Des gâteaux, du sirop. Magnifique. À partir de 16h30, c'est juste. À partir de 16h30. Eh bien, on te souhaite beaucoup de succès. Merci. Un très grand merci d'être venu. Merci à vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de poser des questions à Flavio ou de rebondir sur certaines choses qui ont été dites, vous pouvez aussi nous envoyer ou lui envoyer en direct, bien entendu, un petit message
on lui relaiera si vous passez par nous et il se fera un plaisir de vous répondre. Si vous n'avez pas aimé l'épisode, commentez aussi. On veut savoir pourquoi et comment on pourrait s'améliorer. C'est vrai, Très mais bien dit, hein. ils ont tous C'est aimé très bien dit, l'épisode. c'est très bien dit. Et puis, on se dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Salut Catherine. Salut Flavio. Salut, Merci salut Céline, beaucoup. salut Flavio. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.